je pense qu'en fait, derrière ces tractations, il y a deux axes. Dans un premier axe, Benjamin Netanyahou essaie, j'allais dire, d'assainir le dernier coup de massue sur cette coalition en retrouvant et en accueillant un membre de la coalition au sein de l'opposition. Et le deuxième axe, c'est d'essayer de faire avancer les tractations avec Benny Gantz, qui est le seul qui a les 7 doigts qui permettraient d'activer ce qu'on appelle la motion de censure constructive, celle qui verrait la création d'un nouveau gouvernement qui serait assermenté avec cette Knesset-là. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Raphaël Amzalag. Raphaël, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Chodesh Tov. Chodesh Tov, merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes membre du Likoud et justement avec vous, on voulait essayer de mieux comprendre ce qui se passait au Likoud. Et d'emblée, je voudrais quand même revenir un peu sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Le Premier ministre Naftali Bennett a reçu, en fait la famille du Premier ministre a reçu 2 lettres de menaces de mort avec des balles assorties donc dans ces lettres. Et on peut s'étonner du fait que Binyamin Netanyahou n'ait pas réagi à ce genre, à ce type de menaces. Ça vous surprend que l'ancien Premier ministre n'ait pas réagi à ces menaces en direction de Naftali Bennett et de sa famille ? Ce qui me surprend, c'est que vous posiez la question de la sorte, parce qu'en fait, le Premier ministre de l'État d'Israël en général est tout le temps extrêmement est une personnalité qui est visée. On sait que Benjamin Netanyahou recevait ce genre de menaces non pas par dizaines, mais par centaines. Et on sait très bien que Naftali Bennett, c'est suite à une énième crise autour de ces manigances que Naftali Bennett a décidé de rendre publique cette menace et le traitement de cette menace. Il a demandé, comme on dit en hébreu, ou tidrer, il a demandé à tous les médias, il a demandé à tous ces réseaux, à tous ces canaux d'exiger de tout le monde de condamner pour changer l'ordre du jour. Alors bien évidemment qu'on condamne de façon claire, nette, précise, unilatérale, sans la moindre menace sur toute personnalité politique de tous bords. Mais c'est vrai que si Binyamin Netanyahou avait... 2 secondes, Daniel, j'ai juste terminé mon idée. Il n'en demeure pas moins que c'est assez exceptionnel que à chaque fois qu'un homme de droite est interviewé, il faut qu'il se mette au garde à vous et qu'il dise tout de suite oui, c'est très grave, etc. Eh bien non. Lorsque les menaces étaient proférées à Balfour, j'entendais pas les journalistes demander à chaque personne de gauche qui était interviewée de devoir s'excuser ou de devoir condamner le moindre fou furieux qui profère des menaces horribles. C'est pas vraiment s'excuser, c'est juste tout simplement essayer de dire, d'entendre la voix aussi de Binyamin Netanyahou aussi sur ce genre de dossier, parce que finalement lui-même, s'il a été victime effectivement comme il a été victime effectivement lui-même pendant de longues années de ce genre d'accusations et de ce genre de menaces, eh bien peut-être que lui aussi, d'une certaine manière, pourrait les condamner. Daniel, vous avez une personne comme Monsieur Haskel qui a dirigé les balfouristes, ces manifestations devant la maison du Premier ministre, qui a dit et c'était filmé qu'il fallait mettre une balle dans la tête de Benjamin Netanyahou. Il a même pas été invité pour être interviewé à la police, vous voyez. Donc ce que je dis, c'est que Benjamin Netanyahou connaît le jeu qui est en train de se jouer vis-à-vis des médias et comprend que lorsque 50 des membres du gouvernement, avec une trentaine des éditorialistes israéliens, décident de changer l'ordre du jour en disant Naftali Bennett est menacé, alors que derrière il y a une actualité politique qui est extrêmement défavorable au Premier ministre, il n'a pas nécessairement besoin de se joindre, à cette chorale-là, parce que bien évidemment, Benjamin Netanyahou, qui a toujours été très correct, notamment vis-à-vis de ses opposants politiques, sans jamais user d'opprobre direct, etc., bien évidemment qu'il condamne ce genre de choses. Mais il s'agit aussi de comprendre que cette fois-ci c'était orchestré, et que ce silence de Benjamin Netanyahou, c'est une façon de dire qu'il ne veut pas jouer, il ne va pas danser au son de cette flûte qui a été sortie par la Dovrout, par le porte-parole du Premier ministre. Alors justement, vous parliez de ce qui se passait derrière, et il se passe des choses apparemment derrière. Qu'est-ce que vous savez, vous, qui se passe derrière ? Est-ce que ce qui se passe derrière, c'est quelque chose qui peut remettre en cause l'existence de la coalition, qui peut précipiter la chute du gouvernement actuel ?
Absolument. Alors, il s'est passé trois choses importantes. La première, c'est que suite au départ d'Edith Tillman, il y a eu un remue-ménage dans la coalition actuelle, notamment dans les partis de droite, mais pas que, avec des tractations qui se sont réouvertes directement avec le Likoud, avec le plus grand parti à la Knesset. Et je peux vous dire que à peu près tous les députés Yemina, exception faite de Naftali Bennett, bien entendu, et de Matan Kahana, ont eu des contacts plus ou moins poussés, et plutôt poussés que pas poussés, avec le Likoud pour essayer de négocier une suite. Ça veut dire Ayelet Shaked compris? Comment? Cela veut dire Ayelet Shaked compris? Ayelet Shaked en tête. Ayelet Shaked en tête. Ça, c'est le premier point. Et c'est pas, bien évidemment, Daniel, vous êtes pas né de la dernière pluie, les 60 pages de WhatsApp entre Efi Navé, qui était à la tête du barreau israélien, qui représentait le barreau israélien, et d'Ayelet Shaked lorsqu'elle était ministre de la Justice, qui ont été publiés et qui ont fuité dans la presse. Vous comprenez que ça donne suite à des tractations qui se font pour l'instant dans l'ombre. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Résumez-nous ce qui se passe dans ces 60 pages. Beaucoup de tractations, j'allais dire, boueuses, politiques et pas très valorisantes. Bien évidemment, rien de pénal, rien de bien dramatique, mais parfois on aime consommer les saucisses, on n'aime pas trop savoir comment elles sont faites, vous voyez. Et cette politique boueuse, c'est un message qui est clairement lancé à Ayelet Shaked, qui mène ces tractations depuis le lendemain du départ de Edith Tillman. Le deuxième point, c'est le fait. Ça veut dire vous êtes capable de nous dire, vous persuadez, et je suppose que avec vous des responsables du Likoud, que qu'Ayelet Shaked est en route vers un départ, c'est-à-dire elle est en route vers l'actuelle opposition. Elle est sur le départ. Le problème, c'est que elle demande beaucoup. Le problème, c'est que ce qu'on appelle le cas likoudi, la population du Likoud, parce que vous savez, au Likoud, on vote encore. Hein, c'est quelque chose de rare en Israël, mais ça arrive. Et au niveau interne, n'est pas prêt. On va revenir là-dessus. N'est pas prêt à accueillir Ayelet Shaked en donnant ce qui a été donné à Edith Tillman, mais de toutes les façons, les tractations sont menées de main de maître de Benjamin Netanyahou, et comme vous le savez, il garde ses cartes très très proches. Tout est très proche du cœur. Il y a eu très peu de fuites, alors qu'il y a eu énormément de rencontres, énormément de tractations. Je vous rappelle qu'Ayelet Shaked s'est réuni notamment avec Abir Kara et pour essayer de négocier justement un départ organisé de Yemina. Ça a fuité là pour le coup complètement dans la presse. On sait qu'ils se sont rencontrés pour discuter d'une scission et de la création d'une nouvelle force politique. C'est pas le genre d'information qui filtre tous les matins. Donc ça c'est le premier point, c'est par rapport à Ayelet Shaked. Après, même si il faut le rappeler que Ayelet Shaked n'est pas députée de la Knesset, elle est ministre. Oui, mais c'est tout comme, parce que la loi norvégienne dit qu'à partir du moment où elle démissionne de son poste de ministre, elle retrouve automatiquement et systématiquement son poste de député, sans aucune possibilité de la limiter, si vous voulez, dans son action. Il n'y a pas une clause qui dirait que son poste illico presto. C'est la raison pour laquelle ces Norvégiens qui sont à la Knesset, ils ont un impact limité, parce que ce sont en fait les votes pratiques, pragmatiques des personnes qu'ils viennent remplacer. Donc ils ont beaucoup moins d'impact comme députés, puisque dans une démocratie parlementaire qui est la nôtre, c'est quelque chose qui est fondamental. Et j'en viens au deuxième point, qui est le point de la démocratie parlementaire. Toutes les personnes qui font de la politique en Israël, vous y compris Daniel, vous comprenez qu'on ne peut pas gouverner si on n'a pas une majorité au Parlement. Dans une démocratie parlementaire, c'est pas possible. C'est-à-dire que ils vont pouvoir tenir ce gouvernement. On peut tenir le coup, mais on peut un temps
Comment? On peut tenir le coup, mais c'est difficile, c'est plus difficile de gouverner. C'est extrêmement limité. Vous savez que le budget va demander 61. S'ils doivent corriger une loi qui est une loi fondamentale, ils ont besoin de 61. Vous savez que sur le premier Moshave, ils ont déjà essuyé en hiver, ils ont déjà essuyé un certain nombre d'échecs parlementaires sur des projets de loi qui étaient des projets de loi fondamentaux à la coalition. Imaginez-vous lorsqu'ils n'ont pas de majorité. Mais ils n'ont pas de majorité, mais le Likoud non plus n'a pas de majorité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gouvernement alternatif. C'est-à-dire s'il n'y a pas de gouvernement dirigé par l'actuelle coalition, eh bien on va vers des élections, on est d'accord. C'est ça le principe. Voilà, et là j'en viens à ma deuxième partie d'analyse dans laquelle je pense qu'en fait, derrière ces tractations, il y a deux axes. Dans un premier axe, Benjamin Netanyahou essaie, j'allais dire, d'assainir le dernier coup de massue sur cette coalition en retrouvant et en accueillant un membre de la coalition au sein de l'opposition. Et le deuxième axe, c'est d'essayer de faire avancer les tractations avec Benny Gantz, qui est le seul qui a les 7 doigts qui permettraient d'activer ce qu'on appelle la motion de censure constructive, celle qui verrait la création d'un nouveau gouvernement qui serait assermenté avec cette Knesset-là et qui s'entendraient tous deux sur une date butoir pour la tenue de nouvelles élections. Alors là, ça serait dans ce cas de figure, ça serait Benny Gantz qui devient... À mon avis, Benny Gantz serait le Premier ministre. C'est ça serait Benny Gantz qui serait Premier ministre. Premier ministre jusqu'à cette date-là. Et Binyamin Netanyahou, vous pensez qu'il serait prêt à ce scénario ? Je pense, parce que Benjamin Netanyahou, je pense pour deux raisons qui sont tout simples et tout à fait politiques. La première, c'est que Benjamin Netanyahou, dans le centre de la map, j'allais dire politique israélienne, a souffert énormément de ne pas avoir respecté son accord de rotation avec Benny Gantz. Et ça pourrait l'emmener à ces élections dans une position qui serait encore meilleure que celle qui est la sienne actuelle. Et la seconde, c'est que la position actuelle de Benjamin Netanyahou dans tous les sondages est absolument excellente, pas simplement pour le Likoud, mais aussi pour ce qu'on appelle le bloc de droite. Il faudrait que Benny Gantz accepte de rejoindre un gouverneur, de faire un accord avec Binyamin Netanyahou qui déjà l'a trompé sur l'an dernier sur le budget de l'État. Mais il en a fait il y a 10 jours une allusion claire lorsqu'il était devant des membres influents de son parti. Il a dit qu'on allait vers des élections, encore une fois, de façon claire et limpide. Alors, encore une fois, toute personne qui a conscience de l'incapacité de gouverner, il faut pas oublier que Benny Gantz, l'essentiel de ses décisions ont été dictées par l'idée de dire il faut qu'il y ait un gouvernement qui fonctionne, il faut qu'il y ait des bureaux ministériels qui fonctionnent. Donc à partir du moment où la Knesset ne peut pas fonctionner parce qu'il n'y a pas 61, je pense que Benny Gantz va utiliser cette réalité pour dire à son public, nous on est obligé on peut pas continuer à bloquer Israël à cause de politique politicienne. D'ailleurs, ça le met un peu au-dessus du lot. C'est ce qui a toujours marché avec lui. Et par contre, on a des dissensions qui font qu'on va pas pouvoir gouverner ensemble. Donc je fais un accord qui est juste limité dans le temps, etc. Alors, je voudrais aussi vous poser une question sur ce qui se passe au Likoud, parce que si on va vers des élections, eh bien, ça risque de ne pas être de toute quiétude au sein du Likoud, parce que il y a des gens qui sont sur Est-ce qu'il y aura des primaires, par exemple? On va poser la question comme ça. Est-ce qu'il y aura des primaires? Est-ce que Binyamin Netanyahou acceptera de remettre son mandat en jeu? Ce sont les deux questions que je voudrais vous poser. Aujourd'hui, n'importe quelle primaire avec Benjamin Netanyahou au Likoud ne ferait qu'une chose, c'est de renforcer Benjamin Netanyahou. Il n'a pas de challenger aujourd'hui, c'est une évidence. Les cadors du Likoud, même ceux qui pensent vouloir ou être capables de créer un gouvernement alternatif dans cette Knesset avec Benjamin Netanyahou, avec le Likoud sans Benjamin Netanyahou, en fait, on fait 3 pas en arrière lorsque Benjamin Netanyahou a refusé de signer cet accord avec la Praklitout, avec l'accusation, parce que toutes ces tractations, en fait, lorsqu'on a entendu Israël Katz, Yuli Edelstein, elles étaient autour, en fait, d'une sortie de Benjamin Netanyahou qui aurait dû s'organiser autour de l'avancée de ces histoires juridiques. Je crois pas qu'il y aura de primaires supplémentaires à la tête du Likoud. Je crois par contre qu'on risque d'avoir des primaires au niveau de la liste
du Likoud, surtout si les élections se déroulent d'ici plus de 10 mois, on va dire. Une dernière question concernant le procès justement de Benyamin Netanyahou. Je ne sais pas si vous le suivez. Je suppose que vous suivez avec attention ce procès. On est dans l'étape on va dire du contre-interrogatoire de la part des avocats de la défense. Hein. Ce ne sont pas encore les avocats de Netanyahou qui interrogent Shlomo Filber, ce fameux témoin à charge, mais c'est l'avocat du couple Alovitch. Mais déjà, est-ce qu'on peut dire que le témoignage de Shlomo Filber risque de poser problème et de ne pas pouvoir confirmer l'accusation de corruption lancée contre Netanyahou? C'est encore prématuré. Écoutez, ce qui est sûr, c'est que c'est très faible et que la stratégie de la défense qui est de montrer qu'en fait Shlomo Filber ment et qu'en fait on peut facilement émettre des doutes quant à son témoignage, pour l'instant fonctionne. On n'a quasiment jamais vu, j'allais dire, un témoin qui est aussi à l'aise lorsqu'il est interrogé par la défense, alors que lorsqu'il a été interrogé par la Praklitout, par l'État. Vous vous rappelez que l'État a demandé de décréter que c'était un témoin rebelle. Vous voyez. Donc on est vraiment dans une situation qui est complètement paradoxale. Et au jour d'aujourd'hui, la stratégie de la défense, qui est non pas, j'allais dire, de faire réfuter en bloc tout le témoignage de Momo Filber, mais plutôt de dire c'est un témoignage qui est pas tout à fait cohérent, c'est un témoignage qui comprend certains mensonges, parce qu'à partir du moment où on a pour seule thèse, on n'a pas de preuves tangibles, tout le dossier se base sur des témoins d'État qui, on peut le rappeler aux auditeurs, le but d'un témoin d'État en allant témoigner contre, c'est de sauver sa propre peau. C'est pour ça qu'il a accepté l'accord, c'est l'accord qu'il a avec l'État. Donc à la base, on est sur quelque chose qui est assez peu solide. Donc c'est de dire voilà, il s'agit d'un témoignage qui est pas 100% honnête. Il s'agit d'un témoignage qu'on peut remettre en cause. Et donc vous ne pouvez pas prouver au-delà de ce qu'on appelle le doute commun, que l'accusé a fait ce qu'on lui reproche d'avoir fait. Mais la dernière étape qui va être, à mon avis, la plus violente dans cette histoire, c'est que les avocats de Benjamin Netanyahou vont prétendre qu'il n'y a pas eu la fameuse rencontre avec Momo Filber le jour où Momo Filber prétend que cette rencontre a eu lieu. Ah. Et là, on va avoir le dernier acte, on va dire, dans le contre-interrogatoire. Alors, un cas de figure où Benyamin Netanyahou, dans cette perspective, signerait un accord de compromis avec le parquet et se retirerait de la vie politique, ça vous semble aussi plausible ? Plus maintenant, parce qu'en fait, le gros, si vous voulez, tant que ça se déroule comme ça se déroule maintenant avec Momo Filber. On sait que Momo Filber est le dernier gros témoin. On a eu les différents conseillers de Netanyahou qui étaient vraiment au cœur du débat. Tous les autres appelés dans le dossier 4000, qui est le seul dossier où il y a un acte d'accusation de corruption, sont des appelés qui sont des appelés secondaires. Momo Filber est le dernier gros poisson entre guillemets. Si le contre-interrogatoire se déroule comme il faut, Benjamin Netanyahou n'a pas de raison, si vous voulez, d'aller vers un accord, parce que comment dire, c'est vraiment le dossier 4000 qui est le dossier qui peut peser très lourd en termes de charges, mais aussi en termes de punition. Par contre, derrière, vous voyez, s'il décide de se retirer de la vie politique, alors que on retrouve ce soleil au bout du tunnel pour la droite israélienne et pour le travail qu'il a fait dans l'opposition depuis 10 mois, ce serait un énorme cadeau pour ses opposants. Donc, je pense qu'en termes de timing, on n'y est plus. Il faut aussi rappeler aux auditeurs que ces tractations ont eu lieu avant le départ de Mendelblit, et beaucoup dans la classe politique israélienne, mais pas que, parle pas simplement du procès de Netanyahou, mais aussi du procès de Mendelblit, qui a lui poussé ses actes d'accusation à leur paroxysme et les a poussés parfois même à l'encontre des gens qui étaient autour de lui, notamment Ben Izri, qui était son second à la Praklitout, donc à l'accusation de l'État. Eh bien, Raphaël Hamzalag, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On comprend peut-être un peu mieux la situation politique, en tout cas vue sous le prisme du Likoud ou d'un membre du Likoud. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce sujet. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée et à bientôt. Merci Daniel, bonne journée.